Je l'ai dans mon dos, frérot, en fait, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Moi, je la vois pas Hola non a plus. todos. Mesdames et messieurs, citoyens de Cayo Perico, citoyens du Nord ou du Sud, représentants étrangers et observateurs internationaux. Ce soir, si je prends la parole avec gravité, je la prends non pas pour alimenter le bruit, non pas pour participer à une guerre médiatique de plus, non pas pour répondre à une provocation pour une provocation. Je la prends parce qu'à certains moments, le silence devient une faute. Ce moment, nous y sommes. Dernier jour, si vous avez bien suivi les activités et les actualités, le gouverneur du Sud a choisi de s'exprimer publiquement dans un cadre militaire, devant les médias, pour représenter Los Santos comme une victime, Cayo Perico comme une menace, et moi-même comme la source de tout ce désordre. Le discours, je l'ai entendu. Je l'ai entendu attentivement. Je l'ai entendu non pas comme un citoyen ordinaire, non pas comme un simple observateur, mais comme celui qui, depuis le premier jour, porte sur ses épaules le poids de cette république. Lui qui a hérité d'une situation déjà tendue, déjà instable et déjà chargée de méfiance. Et qui a pourtant tenté encore et encore d'empêcher que cette tension ne se transforme en rupture totale. Alors ce soir, je ne vais pas répondre dans la précipitation. Je vais remettre les faits à leur place, je vais reprendre le fil des événements, je vais rappeler ce que nous avons cherché à faire. Je vais aussi rappeler ce qu'ils ont choisi de faire. Et je vais démontrer une à une les incohérences, les contradictions, les mensonges, les manipulations entendues dans cette conférence. Qu'il existe une différence immense entre parler fort et dire la vérité. Et ce soir, je viens vous dire à tous et à toutes la vérité. Je suis arrivé à la tête de Cayo Perico et n'est pas hérité d'un monde simple. Je n'ai pas hérité d'un environnement apaisé. Je n'ai pas hérité d'une situation stable où chacun a respecté naturellement la souveraineté de l'autre. J'ai hérité d'une isla observée, jugée et parfois méprisée, souvent réduite à des caricatures. Par ceux qui, depuis le continent, croient pouvoir parler de nous sans nous connaître. J'ai hérité des relations déjà fragiles avec les États d'Amérique. J'ai hérité des tensions déjà installées. Malgré cela, la voie que j'ai choisie n'a jamais été celle-ci. Dès le départ, j'ai choisi la diplomatie. J'ai choisi l'organisation, j'ai choisi la construction d'un État. J'ai choisi de calmer ce qui menaçait déjà de dégénérer. J'ai choisi le dialogue avec les gouvernements. J'ai choisi de tendre la main ou d'autres ont choisi de serrer le poing. Avec le gouverneur du Nord, nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose de parfait, mais quelque chose de sérieux. Des échanges diplomatiques, un accord de paix, une reconnaissance mutuelle, une stabilité dans nos relations, un respect et au moins une institution. Où il y a eu des désaccords, on ne peut pas être toujours en accord avec tout le monde. Où il y a eu des intérêts divergents, encore une fois, c'est normal. Et pendant trop longtemps, le Nord a compris une seule chose qui était simple à comprendre. On ne peut rien construire de durable par le mépris. Avec le Sud, c'était bien autrement. La relation a toujours été très fragile, plus instable, plus dépendante des hommes, des humeurs, des ambitions personnelles, rapport de force du moment. Malgré cela, j'ai continué à parler. J'ai continué à négocier, j'ai continué à chercher des équilibres, qu'ils soient commerciaux, diplomatiques ou sécuritaires. Nous avons accepté de nous asseoir à des tables. Nous avons accepté des réunions diplomatiques. Nous avons accepté des canaux de communication. Nous avons fait preuve de retenue plus d'une fois. Cela, il faut le dire ce soir, parce que dans la bouche du gouverneur du Sud, on a l'impression que Cayo Perico sera né dans l'agression, comme si jamais rien tenté d'autre que la confrontation. C'est faux. Historiquement, c'est faux. Politiquement, c'est encore plus faux. Et moralement, c'est faux. La vérité, c'est que pendant longtemps, Cayo Perico a fait des efforts pour exister dignement aux côtés des gouvernements. Eux n'ont cessé de regarder notre souveraineté comme une gêne, notre défense comme une insolence, notre fermeté comme une offense. Petit à petit, les signes sont apparus. D'abord, les manques de respect diplomatique. Ensuite, les pressions. Puis les remises en cause permanentes de notre légitimité. Cette manière devenue presque stigmatique de présenter Cayo Perico comme un problème à gérer plutôt qu'un État à respecter. Puis cette habitude de parler de droit lorsque cela les arrange, de sécurité lorsque cela les dérange, et de paix lorsque cela les sert. Et de force, bien sûr, parce que tout leur échappe. Voilà le mécanique. Voilà cette mécanique, nous l'avons subie encore et encore. Le problème qui vient de s'écouler a marqué un basculement clair.
Le point de rupture, le véritable commencement de cette séquence, n'est pas une prétention d'agression gratuite de Cayo Perico. Le point de rupture, c'est cette infiltration. Et à peu près cela, une semaine, nous avons découvert un agent infiltré, agent du FIB qui s'était infiltré au sein de notre milice. Voilà la réalité. Pas une rumeur, pas une invention, pas une interprétation, bien une infiltration. Un individu américain avait intégré notre structure et communiqué avec leur service. Je fais à ce moment-là, est-ce que j'ai ordonné son exécution? Que j'ai fait disparaître cet homme dans l'ombre? Que j'ai choisi la brutalité sans chercher à comprendre? Bien évidemment que non. J'ai voulu discuter avec lui, j'ai voulu savoir qui l'avait envoyé. J'ai voulu comprendre pourquoi il était là. J'ai voulu établir la vérité avant que la situation me sombrait dans l'aveuglement. C'est précisément à cet instant que le FIB a décidé d'intervenir. Encore une fois, que chacun entende bien cela, ils ne sont pas venus après une guerre. Ils ne sont pas venus après une invasion. Ils ne sont pas venus pour répondre à une destruction. Ils sont venus parce que nous avions découvert l'un des leurs qui s'était infiltré dans nos rangs. Et comment sont-ils venus? Sans autorisation. Ils retournent en hélicoptère armé sur Cayo Perico. À proximité, pas dans une zone grise qui n'appartient à personne. Pas dans une situation mal comprise. Sur notre territoire. Sans accord, sans autorisation et sans légitimité. Lorsqu'ils sont venus récupérer cet agent infiltré, ils n'ont pas parlé les premiers. Ils ont directement menacé, braqué et tiré. Je le dis publiquement devant tout le monde ce soir, les tirs ont été effectués par moi, sur mes agents. J'ai reçu une tir dans le torse et une tir dans la cou. Voilà le fait fondateur. Voilà le véritable point de départ. Voilà le commencement de tout. Voilà ce que le gouverneur du Sud essaie d'effacer dans sa conférence. Il n'en parle pas de ça. Qui reconnaît cela franchement. S'il le reconnaît, tout cela, son récit s'effondrera et toute sa conférence tombera en faux. Il reconnaît que les forces fédérales américaines ont posé les pieds chez nous sans autorisation pour récupérer leurs infiltrés. Alors il ne peut plus parler de simple défense. Il reconnaît qu'il a ouvert le feu à quelques centimètres de moi et même sur moi. Alors il ne peut plus jouer le rôle de gouverneur pacifiste acculé. Il reconnaît qu'il était déjà engagé contre nous avant même qu'il n'éclate. Il doit répondre à une simple question, et cette question est la suivante. Comment ose-t-il parler avec modération? Suite à ces interventions, nous avons capturé les agents responsables. Là encore, il faut rappeler ce que nous avons fait parce que cela détruit une deuxième fois le récit qui cherche aujourd'hui à nous prendre comme des sauvages incapables de dialoguer. À ce moment-là, nous n'avons pas choisi l'embrasement. Nous n'avons pas choisi non plus la vengeance immédiate. Nous avons choisi de proposer un cessez-le-feu. Nous avons choisi la discussion. Nous avons choisi d'ouvrir une porte diplomatique dans un moment où beaucoup, à notre place, auraient choisi la fermeté à tout jamais. L'exigence était simple. Je ne demandais pas grand-chose. Je demandais simplement qu'ils assument publiquement leurs actes. Je demandais qu'ils reconnaissent devant les médias et devant le monde entier responsabilité dans cette explosion, dans cette infiltration et dans cette opération illégitime. Je demandais non pas l'humiliation, mais la vérité au grand jour. Quand il fait, vous demandez forcément cette question. Ils ont refusé. Ils ont refusé d'assumer, ils ont refusé de dire ce qu'ils avaient fait. Ils ont refusé de reconnaître ce qu'ils savaient pourtant parfaitement avoir déclenché. Et ce refus, ce n'est pas arrêter un simple désaccord. Ils nous ont menacés. Ils ont annoncé qu'ils reviendraient un peu plus tard dans la soirée. Autrement dit, alors même qu'une issue diplomatique était possible, ils ont choisi la logique du... donc revenus, le soir même, pas seul cette fois, avec le BCSO et avec le LSP, ainsi que notre force américaine. Pourquoi ils sont revenus? Trouver leurs prisonniers, pour corriger par la force ce qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître par la parole. Ils sont donc revenus sur notre territoire avec des renforts. Malgré cette démonstration de force, ils ont subi une défaite cuisante. Voilà encore une chose qu'on aimerait voir apparaître dans le récit officiel du gouverneur du Sud. Qui sont revenus avec davantage d'hommes, davantage d'appui, davantage d'arrogance. Ils n'ont pas rétabli leur... Ils ont échoué. Et après cela, qu'ai-je fait? J'ai ordonné l'exécution de tous les responsables. Que j'ai profité de cette défaite pour les humilier eux et leur institution? Bien évidemment que non.
Il a pris l'initiative de tout racheter, tous les racheter, que ce soit le directeur James Creed, le co-directeur McCain, ainsi que des états-majors du FIB et des membres du FIB lambda. Tous. Pourquoi, vous vous demanderez? Parce que je voulais encore désamorcer cette situation. J'étais déjà parti trop loin. Parce que je voulais encore laisser une chance de sortie politique et diplomatique. Parce que je savais que si on ne gardions pas au moins une porte entrouverte, Arthur ferait tout pour justifier une escalade plus encore. Et dans cette même soirée, il n'y a pas eu que ça. Un membre de la sécurité intérieure envoyé directement du Pentagone, M. Shepard, a commis l'irréparable et cet homme a été abattu. Mais ce qui passe se fait, je ne le maquille pas. Je ne le nie encore moins. Je rappelle immédiatement ce qui a suivi. Parce que ce qui a suivi, tout ce qui s'est passé dans la communication, le responsable de ces actes ont été jugés, il a été arrêté. Demanderait oui, sûrement jugé, oui, arrêté. Parce que nous, à Cayo Perico, nous assumons nos responsabilités, assumons nos fautes. Nous n'effaçons pas nos fautes dans des conférences de presse. Nous ne recouvrons pas les actes de nos hommes d'un vernis médiatique. Nous sanctionnons lorsqu'une ligne est franchie. Là-dessous. Quelques jours plus tard, le directeur du FIB, James Creed, a pris la parole. Encore, nous avons vu la parole dure, une parole menaçante, une parole destinée moins à expliquer qu'à préparer l'opinion, la parole qui cherche moins la vérité que l'alignement. Et hier, il y a quelques jours de cela, une nouvelle étape était franchie. Encore une fois, le FIB est revenu. Encore une fois, sans autorisation. Encore une fois, sur notre territoire. Encore une fois, nous ouvrons le feu. Cette fois, j'ai personnellement subi une nouvelle tentative d'assassinat. La tentative a été menée par M. Harper, membre de la sécurité intérieure. Chacun mesure bien le niveau de gravité. Après une première instruction, après une infiltration, après des tirs à quelques centimètres de moi et même sur moi, après une semaine entière déjà marquée par la violence et les provocations, un nouveau membre de leur structure revient et tente encore de m'abattre. Commence-t-on après cela à parler de retenue? Commence-t-on après cela à parler de modération? Commençons par parler de simple protection des citoyens. Sharper était seul, il a donc été capturé. Pendant ce temps, les éléments du FIB qui ont fui l'île sont repliés sur l'île voisine, l'île qui appartient encore une fois à Cayo Perico, là où tout a commencé. Là encore, il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'ambiguïté. Encore une fois, il était encore chez nous. Il n'était pas dans un espace neutre, il n'était pas dans une zone indépendante de notre souveraineté, ils étaient sur une île qui nous appartient. Nous avons donc envoyé une équipe, pas pour exécuter, pas pour menacer, pas pour frapper aveuglement. Nous avons envoyé une équipe pour comprendre ce qu'ils faisaient là. D'abord en contact, pour discuter, pour pouvoir obtenir des explications. Que s'est-il passé? Ils ont tiré sur nos hommes. Chez nous. Je veux que cette phrase reste elle aussi. Ils ont tiré sur nos hommes chez nous. Forcément, nous avons donc riposté. Et c'est seulement après notre réponse qu'on une nouvelle fois appelé des renforts. Le BCSO, le LSPD, encore. Toujours le même cabic, toujours la même escalade américaine sur notre sol. Et dans cette nouvelle séquence, ils ont capturé mon vice-présidenté. On entend bien cela. Ils ont capturé mon vice-présidenté sur notre territoire. Cet homme n'était pas en train de mener un assaut aveugle. Il venait de discuter d'en cesser le feu. Après une perte conséquence des hommes de la milice ou des hommes américains, normal qu'on veuille discuter d'en cesser le feu. On a des escalades. Il venait ouvrir lui aussi une porte à politique. Qu'a-t-il trouvé de cela? On a capture, on a prise d'otage, une réponse armée sur notre territoire. Là, le gouverneur du PIG a choisi de tenir sa conférence de presse. Et que fait-il dans sa conférence? Il inverse tout. Il efface le commencement réel. Il était l'agent infiltré. Il était les premières interventions du FIB, ainsi que la deuxième. Il était les tirs sur moi. Il était notre proposition de cesser le feu. Il était son refus. Il était les menaces au retour. Il était le retour avec le BCSO et le LSPD. Il était la défaite qu'ils ont subie. Il était la décision que j'ai prise de racher leur plus haut responsable. Il était la nouvelle violation de notre souveraineté d'il y a ça quelques jours. Il était encore une fois ma tentative d'assassinat menée par M. Harper. Il était la présence illégale du FIB sur notre État qui nous appartient. Il était la capture de mon vice-présidenté venu discuter d'une suspension des combats.
Après avoir tout cela effacé, que fait-il? Il se pose en victime. Voilà le cœur de son discours. Transformer le déclencheur. Réponse, transformer l'intrusion en défense, transformer l'agression en protection, transformer la manipulation en communication officielle, transformer le responsable en notre culpabilité. C'est là qu'il faut démonter une à une ces contradictions. Quand il dit que Los Santos subit des attaques de toutes parts de Cayo Pérez, il ne décrit pas l'origine du conflit. Il choisit simplement le moment du récit, qui lui est le plus confortable. Pour lui, tout commence au moment où l'Amérique reçoit enfin une réponse. Ce qui précède disparaît. L'infiltration, l'intervention, les tirs, les menaces, le retour armé, la violation répétée de notre souveraineté, il efface le commencement réel pour mieux imposer un commencement utile. Quand il dit nous sommes pacifistes, il ment par contradiction directe. À la même conférence, il parle de réponses difficiles, de mesures autoritaires, d'opérations classées secret défense, de coordination avec les forces fédérales, de montée en DEFCON, de riposte sévère, de radicalité, de puissance américaine destinée à nous submerger, à nous faire payer le prix. Un homme qui se dit pacifiste tout en préparant l'opinion à la violence n'est pas un homme de paix. C'est un homme qui veut le bénéfice moral de la modération, l'efficacité politique de la menace. Quand il dit nous faisons la différence entre un État et ses représentants. Vraiment, déjà une deuxième fois. Parce que dans la même conférence, il appelle les citoyens américains à se rebeller contre leur président. Ils appellent nos ressortissants à quitter leur patrie, naturalisée ailleurs. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'ingérence. Ce n'est pas une main tendue, la tentative d'arracher son plan, sa propre souveraineté. C'est il qui ne pas les citoyens. Il ment encore, parce que dans la même discours, il annonce l'expulsion automatique de tous les citoyens de Cayo Perico non naturalisés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aux yeux du gouverneur du Sud, l'appartenance à Cayo Perico suffit déjà à vous rendre suspect. Cela signifie qu'il prétend distinguer le pueblo des dirigeants en organisant des mesures collectives contre nos ressortissants. Voilà encore une contradiction. Quand il dit que nous ne faisons pas la différence entre citoyens et représentants, il ment encore une fois de plus. Parce qu'il ignore volontairement la réalité quotidienne de notre État. Il ignore notre politique de protection. Il ignore nos distributions hebdomadaires de nourriture. Il ignore l'aide apportée à tous les Péréquins, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Parce qu'un pueblo qui ne se gouverne pas seulement par des slogans, il se gouverne aussi par la présence concrète d'un État. Au Périco, chaque semaine, nous nourrissons. Nous amusons, nous organisons, nous veillons à ce que cela. Et cela qu'aucun gouverneur du continent ne peut l'effacer d'une formule méprisante sur un dictateur. En cœur, regarde les actes. Les trois principes, depuis le début que je suis présenté, n'ont jamais changé. Le respect, la protection du pueblo, la reconnaissance. Respect, parce que mon pueblo qui n'est plus. Un pueblo qui n'est pas respecté finit toujours par être humilié. La protection du pueblo, parce qu'un État qui oublie les siens n'est qu'un État de façade. La reconnaissance, parce qu'un État autoritaire n'est durable. Il nie l'effort, la fidélité, le mérite et la dignité de ceux qui le servent. Voilà mon socle. Voilà notre réalité. Et pendant que nous faisons cela, entendons en face des accusations creuses, des caricatures, des appels à la suspicion généralisée. Les citoyens invitent à dénoncer toute personne potentiellement suspecte comme étant de ressortissants péréquins. C'est bien cela. C'est bien cela. Cela signifie qu'un gouverneur devant les médias de tension appelle publiquement sa population à se méfier d'une nationalité entière. Et ensuite, cet homme ose donner des leçons de civilisation. Il dit encore que la presse à Cayo Perico serait contrôlée, qu'elle serait subventionnée, qu'elle révélerait de la propagande. Il faut aussi répondre. Car là encore, il inverse tout. Il parle de une base militaire qui encadre son discours dans une logistique sécuritaire, qui prépare les esprits à des mesures de défense, qui exploite les mots radicaux, autoritaires, submergés, pour payer le prix impossible d'un État. Il met les journalistes en gardant et en laissant déjà entendre qu'une violation future pourrait justifier. Ce n'est pas nous qui avons militarisé la communication, c'est bien eux. Ce n'est pas nous qui avons transformé une conférence en mensonge.
de mobilisation contre un ennemi désigné. C'est eux. Ce n'est pas nous qui avons utilisé les médias pour préparer le terrain à des actes plus durs. Encore une fois, c'est eux. Quand le gouverneur dit ensuite que les forces fédérales peuvent agir ailleurs, il révèle quelque chose d'encore plus grave. Il révèle que sa vision profonde du monde, une vision dans laquelle le simple fait d'être américain suffirait à justifier l'intervention hors de chez soi. Une vision dans laquelle la force fédérale deviendrait une force des droits de nature, à pénétrer chez les autres quand ils le veulent. Une vision impériale, tout simplement. Cela, je le dis ce soir je le dis solennellement, nous, l'appartenance fédérale n'annule pas la souveraineté étrangère, que ce soit dans Cayo Perico ou dans n'importe quel pays. Non, leurs institutions ne sont pas au-dessus du sol, que ce soit de nous ou de notre sol. Non, leur uniforme ne leur donne pas le droit d'entrer, de tirer, de capturer, puis d'exiger ensuite qu'on les applaudisse pour leur retenue. Quand il dit qu'ils ont déjà commencé à riposter sévèrement, là où presque il misait, il dit qu'il agit déjà. Il dit qu'il y a déjà des mesures. Il dit qu'il y a déjà des opérations. Il dit que tout cela est discuté chaque soir dans son bureau. Autrement dit, pendant qu'il se présente comme celui qui subirait, il reconnaît que l'appareil américain est déjà activé contre nous. Là encore, la posture de victime ne se tient pas, ne se tient plus. S'il rappelle les préférences précédentes guerres, où selon lui, les forces de Cayo Perico auraient toujours été écrasées par la puissance américaine, il révèle enfin le fond de sa pensée. Un objectif n'est pas la paix. Son objectif n'est pas la stabilité non plus. Son objectif n'est même pas réellement la sécurité. Son objectif est la domination. Il veut rappeler un rapport de force. Il veut faire comprendre à ses yeux l'histoire autorise le présent. Et que parce que l'Amérique aurait été forte hier, elle pourrait donc menacer aujourd'hui sans avoir à rendre compte. Mais moi, je lui réponds ceci, l'histoire n'autorise par arrogance. L'histoire n'efface pas les fautes. L'histoire ne se transforme pas. La puissance en est légitime. L'histoire enseigne seulement une chose à ceux qui savent encore écouter. Aucun pueblo digne n'accepte éternellement qu'on lui dicte sa conduite. C'est là qu'il faut parler de notre peuple. Parce que dans tout ce discours venu du Sud, il y a un mépris profond pour les Péricains. On parle de nous comme une population à sauver elle-même. On parle de nous comme un peuple qui devrait fuir, rebeller, se soumettre à une autre naturalisation, à une autre bannière, à un autre récit, comme si notre identité n'était qu'un accident, comme si notre attachement à notre terre et notre histoire n'était qu'une erreur à nos traditions, comme si notre royauté était forcément le fruit de la peur. Non, non, non. Le peuple péricain n'est pas un peuple manipulé, un peuple fier, un peuple qui a connu des tensions, des pressions, des regards extérieurs, qui a su rester debout. Un peuple qui sait, qui reçoit de son état. Un peuple qui sait signifie vivre dans une nation qui ne l'abandonne pas. Oui, nous distribuons de la nourriture chaque semaine, comme je l'ai dit. Oui, nous aidons, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. On ne fait pas la différence. Oui, nous protégeons nos habitants. Oui, nous tenons nos principes. Si certains trouvent cela dérangeant, c'est peut-être simplement parce qu'ils préfèrent un Cayo Perico faible, ordonné, dépendant et docile. Mais ce temps n'existe plus. Le temps est révolu. Je veux aussi dire un mot sur les menaces. Car il y en a eu beaucoup dans cette conférence. Des menaces ouvertes, des menaces voilées, des menaces en costume, des menaces dans le ton, des menaces dans les mots. Le gouverneur du Sud croit qu'en parlant fort ou en convoquant la puissance américaine, en évoquant les forces fédérales, en laissant planer les idées, les réponses radicales, il nous place en position de faiblesse. Il se trompe. Qu'il entende très clairement et qu'il entende bien ceci. Cayo Perico n'est pas isolé. Cayo Perico n'est pas une simple terrain au large des côtes que l'on pourrait frapper sans conséquence. Nous avons des relations, nous avons des soutiens, nous avons des regards extérieurs tournés vers cette situation. Nous ne sommes pas une ville diplomatique. Ceux qui pensent encore pouvoir parler à Cayo Perico comme un territoire sans voix commettent une grave erreur d'analyse profonde. Je ne suis pas ici pour demander le respect. Je ne suis ici que pour rappeler ce qu'il nous est dû. Je suis ici pas parce qu'il nous a supplié
On cesse les provocations. Je suis ici parce qu'ils disent que nous les avons vus, que nous les avons compris, que nous savons désormais exactement à quoi on doit se tenir. Pendant longtemps, nous avons essayé. Pendant longtemps, nous avons laissé une porte entrouverte. Pendant longtemps, nous avons accepté les rendez-vous, les échanges, les ambiguïtés, les promesses, les demi-vérités. Parce que le responsable doit toujours laisser une chance à la stabilité. À force d'infiltrer, de violer, de tirer, de capturer, puis de mentir, certains ont fini par lever définitivement le masque. Et quand le masque tombe, tout devient plus simple. Alors ce soir, je vais conclure clairement. Ceux qui, au sud, veulent faire croire à Cayo Perico sera l'unique cause du désordre, vous mentez par omission. Ceux qui veulent faire oublier qu'un agent a été infiltré dans notre militia, nous le rappelons. Tous ceux qui veulent faire oublier que la première balle a été tirée chez nous, pour récupérer cet agent, nous le rappelons. À tous ceux qui veulent faire oublier que nous avons proposé cessez-le-feu, une reconnaissance publique, et fait, nous le rappelons. À tous ceux qui veulent faire oublier qu'ils ont refusé, puis menacé de revenir, nous le rappelons. À ceux qui veulent faire oublier qu'ils sont revenus avec le BCSO et le LSPD, et qu'ils ont subi une défaite malgré, nous le rappelons. Ceux qui veulent faire oublier que nous avons relâché leurs plus responsables pour tenter de calmer la situation, nous le rappelons. Ceux qui veulent faire oublier la nouvelle violation de la souveraineté d'il y a quelques jours, tentative d'assassinat par M. Harper, la présence illégale du FIB à nouveau sur notre État qui nous appartiennent, et la capture de mon vice-président est venu discuter dans cessez-le-feu, nous le rappelons. Tous ceux qui veulent appeler notre peuple à la rébellion, nous répondons que notre peuple n'a pas besoin d'un gouverneur étranger pour savoir où ils sont dignes. Ceux qui veulent faire croire que nous maltraitons les nôtres, nous répondons par nos actes, par nos distributions, par nos ordres, par notre présence, par notre fidélité, nos principes. Tous ceux qui veulent brandir la puissance américaine comme un argument final, nous répondons qu'aucune puissance n'efface une manche. Yoperico n'a pas choisi d'être un fait. Yoperico n'a pas choisi non plus de voir des hélicoptères étrangers atterrir sur son sol. Yoperico n'a pas choisi de voir son vice-président capturé chez lui, alors qu'il venait discuter d'une désescalade. Et Cayo Perico choisit aujourd'hui de ne plus laisser les autres écrire sa propre histoire. Moi, Alejandro Alvarez, président de Cayo Perico, je le dis ce soir avec calme et fermeté, et avec la mémoire complète de ce qui a été fait entre nous. Nous avons hérité d'une situation tendue et nous avons essayé de la calmer. Nous avons tendu la main, nous avons répondu par le soupçon. Nous avons proposé le dialogue, on nous a répondu par l'infection. Nous avons demandé des explications, on nous a répondu par des tirs. Nous avons proposé de cesser le feu, on nous a répondu par le refus et par la menace. Nous avons relâché les responsables. On nous a répondu par le retour armé. Nous avons défendu notre sol et on nous a répondu par des nouvelles violations. Maintenant que la vérité devient trop visible, on nous répond par la mise en scène d'une victimisation américaine. Cela ne suffit plus. Le temps où Cayo Perico devait se taire pour rester fréquentable est terminé. Le temps où l'on pouvait violer notre souveraineté puis venir nous faire la morale devant les caméras est terminé. Le temps où nos morts, nos blessés, nos captures, nos alertes, nos preuves devaient disparaître derrière la parole plus forte qu'un gouverneur est terminé. Nous sommes un État, nous sommes un pueblo. Nous sommes la nation qui se souvient. À partir de maintenant, chaque discours qui se mentira en face trouvera une réponse. Chaque provocation sera nommée. Chaque incohérence sera exposée. Chaque tentative de gérance sera dénoncée. Chaque attaque contre notre dignité trouvera devant elle un pueblo uni, organisé, lucide et résolu. Je n'appelle pas à la haine, je n'appelle pas au chaos. Je n'appelle pas à la confusion, j'appelle à la vérité, j'appelle à la mémoire, j'appelle au respect. Parce que c'est sur cela que Cayo Perico s'est construit. Le respect, la protection de son pueblo, la reconnaissance, voilà nos principes, voilà ce qui nous guide. Voilà pourquoi nous tenons. Voilà pourquoi, malgré toutes ces menaces, malgré toute cette pression, malgré tous ces récits fabriqués, Cayo Perico restera debout. Chacun entende bien ceci. Nous n'oublierons rien, nada. Nous n'oublierons pas. Nous ne laisserons plus personne parler de notre destin comme s'il lui appartenait. Viva Cayo Perico! Viva Cayo! Viva Cayo! Viva Cayo! Viva Caio!
Muchas gracias pour votre écoute. Je pense que mon vice-président ainsi que mon ministre des Relations extérieures ont probablement quelques... Viva le président. Laisse commencer si tu veux, Lucifer. Allez. Si. Hola a todos. Est-ce que vous m'entendez bien? Sí, sí. Si. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Seigneur el Presidente Ares pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant ministre des Relations extérieures de Cayo Perico. C'est un honneur, mais surtout une responsabilité. Ce soir, messieurs, dames, vous n'avez pas simplement écouté un discours, mais vous avez assisté à des révélations. La vérité a été dite. Elle ne pourra plus jamais être effacée. On a tenté de nous affaiblir, de nous diviser, de nous faire plier. Mais regardez autour de vous. Cayo Perico est toujours debout, plus fort et plus uni que jamais. Ceux qui ont cru pouvoir agir dans l'ombre viennent de comprendre une chose essentielle. Nous voyons tout ici. Nous savons tout et nous n'oublions rien. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de doute et encore moins d'hésitation. Chaque acte aura une réponse et chaque attaque aura un prix. Nous ne sommes pas ici pour subir l'histoire, mais nous sommes ici pour l'écrire. Alors tenez-vous prêts, restez loyaux à Cayo Perico, parce que ce qui commence ce soir n'est que le début. Et sans oublier, viva Cayo Perico. Viva Viva Cayo. Cayo. ¡Viva Cayo! Rico. Parce que muchas gracias. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les président? Non. Parfait. Pour tous ceux qui ont soif, je vous invite à aller voir la des champs. Elle doit avoir pas mal d'alcool et profiter de la soirée. Muchas gracias encore une fois. Gracias. Gracias. Yeah.